Bonjour, nous allons passer à peu près 40 minutes, 45 minutes ensemble pour un débat sur le thème Alors, à l'origine, on avait parlé de mobilité. On a décidé d'élargir le sujet parce que la mobilité est un terme un peu trop précis. Comment le mouvement inscrit l'homme dans son écosystème? C'est volontairement assez large, assez flou pour laisser la place à 5 regards complètement différents, mais qui tournent autour du même sujet, évidemment, avec 5 experts que je vais appeler un à un, qui vont vous présenter un petit pitch de 3 minutes. Ensuite, nous allons nous diriger dans l'autre partie du plateau pour un échange très libre sur le sujet. Et à la fin, on gardera un temps pour vos questions. Alors, je vais appeler pour commencer Philippe Chambaretta, architecte. Je vais lui passer la parole si vous voulez bien faire votre... venir ici. Bonjour, j'attaque là. Oui, alors, c'est une très jolie question, comment le mouvement inscrit l'homme dans son écosystème. Je pense que c'est une question qui intègre un peu tous les grands défis du XXIe siècle. Le mouvement, c'est le symbole de la vie. Le flux, c'est ce qui constitue la vie. Dès qu'il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Et l'ancrage, l'inscription, c'est la question essentielle du rapport à l'homme dans son environnement. Or, en fait, tout ce qu'on doit faire dans ce XXIe siècle, d'un point de vue un peu théorique, je crois que c'est important de cadrer les choses dans un ensemble, dans une réflexion plus globale, c'est dépasser finalement ce qu'aurait été la modernité du XXe siècle. Cette modernité, la science occidentale, en fait, n'a eu de cesse que de couper d'abord l'homme de la vie, en objectivant son environnement. Pour Descartes, les animaux sont des machines. Et en déracinant, parce que la radicalité moderne, c'est l'idée de déraciner, parce que tout ancrage au sol était vu comme finalement rétrograde et archaïque. Or, aujourd'hui, avec la révolution d'abord environnementale et cette entrée de l'homme dans une nouvelle phase anthropologique qui est retrouver notre rapport à la nature par la compréhension que nous sommes dans un écosystème global et que nous sommes qu'une espèce parmi d'autres et que donc l'écosystème, c'est avant tout une définition qui vient de l'écologie, qui est de dire c'est l'ensemble des animaux qui cohabitent et qui interagissent dans un habitat naturel. Et en fait, cette prise de conscience, elle fait aujourd'hui que ce mot-là a gagné un peu tous les champs de la société. On parle d'écosystème pour parler de ville, d'entreprise, d'économie. Et donc aujourd'hui, cette mutation au travail, elle est la conséquence de tout ça. C'est pas juste un phénomène d'économie. Il se trouve que l'économie de l'immatériel que la technologie a favorisée, eh bien, elle pousse bien sûr à ce que on considère l'entreprise non plus comme une hiérarchie verticale, c'était très bien expliqué par Marie-Célie tout à l'heure, mais qu'on est plutôt dans l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça veut dire qu'on doit se penser collectivement et se manager collectivement différemment. L'architecture, l'urbanisme contribuent à ça. On sait bien que l'espace va favoriser, conditionner le comportement et les flux. Donc le travail que l'on essaie de faire, nous, en tant qu'architectes, c'est de répondre à ces besoins, que ce soit lorsqu'on observe qu'aujourd'hui les entreprises ou les salariés veulent travailler dans des quartiers très vivants, très mixtes, très denses, qu'on a pu le faire avec le cloud dans Paris, qu'on a conçu et dans lequel aujourd'hui est Blablacar, Facebook, où aujourd'hui à la Défense, on travaille sur un projet qui s'appelle The Link, et dans lequel précisément la problématique que l'on s'est posée tout à fait au début du projet, c'est-à-dire comment intégrer de l'horizontal dans du vertical, c'est-à-dire comment adapter cet objet vertical, qui est l'incarnation même de l'organisation moderne, descendante, avec des modes d'organisation horizontaux où on est beaucoup plus dans le flux plan. Et donc, on a travaillé architecturalement sur une séparation donc des noyaux, créer des duplex. Il y en a 600 personnes qui travaillent à pied en superposant, je n'ai pas le temps de la développer, mais peut-être qu'on y reviendra après, en superposant des lieux de vie dans une verticalité. Voilà, je pense que c'est un sujet local et à la fois global. Merci. Oui. Alors, pour compléter cette première présentation, on va demander à Carole Legal, directrice du Key Programme chez Engie, de nous donner sa vision à elle.
Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Carole Le Gall. Je dirige un key programme sur la rénovation des bâtiments chez Engie. Intervenant après un architecte, j'avais envie de commencer par une question. Savez-vous ce qui est le plus important dans un bâtiment? Marie-Célie. Température. Il y en a qui savent que je viens de chez Engie. Alors, dans un bâtiment comme celui-ci, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est vous. Parce que c'est vous qui, en étant venu ici dans ce bâtiment, lui donnez sa valeur. C'est vous qui, en venant dans les bâtiments, en venant y travailler, y passer du temps, finalement, inscrivez un bâtiment dans sa valeur à la fois patrimoniale et sa valeur d'usage. Et comme ça a été dit très justement, nos usages sont en train de bouger énormément. Et il va falloir que du coup les bâtiments s'adaptent à ça. Or, un bâtiment, ça vit longtemps. Un bâtiment, ça vit en Europe pas loin d'une centaine d'années. Et donc c'est pour ça que souvent un bâtiment, on le conçoit d'abord par la partie qu'on ne voit pas bouger, la partie statique. On a une perception d'un bâtiment par ses surfaces, son volume, sa dimension 3D. Or, dans un bâtiment, si le plus important c'est vous, vous respirez. Vous êtes arrivé dans cette salle en enlevant votre manteau, effectivement, parce que vous pouvez ici bénéficier d'une température adaptée, soit plus chaud que dehors en hiver, soit plus frais quand il fait chaud. Vous allez pouvoir, dans ce bâtiment, utiliser des matériels électriques, comme ce micro qui me permet de vous parler avec une voix augmentée. Vous allez rester connectés, j'en vois qu'ils lisent leur mail là-bas, et puis surtout, voilà, vous allez vous rencontrer. Donc dans un bâtiment, en fait, c'est un monde de flux. Effectivement, pour qu'un bâtiment soit à votre service, eh bien, continuellement, on ne le voit pas. Effectivement, c'est souvent derrière les murs, dans les chaufferies, dans les fondations ou sur les toits. Mais il y a tout un tas d'installations qui sont là pour nous servir et pouvoir vivre dans les bâtiments. Donc le bâtiment, c'est aussi un monde de flux. Et chez Engie, effectivement, on est des acteurs importants du bâtiment. Pas des hommes de grue, mais des hommes de flux. Et aujourd'hui, donc, notre mission pour servir ces usages qui changent, c'est vraiment de mettre au service tous nos savoir-faire, nos technologies, non seulement pour vous procurer la qualité d'usage que vous attendez au meilleur prix, mais aussi le faire avec un meilleur impact environnemental possible. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de bâtiments qui ne sont justement pas forcément hyper bien gérés surconsomment. On est tous quand même très concernés par cette espèce d'obésité énergétique de nos modes de vie, et dans les bâtiments en particulier, puisqu'on consomme en France, et c'est le cas en général dans toute l'Europe, 40% de l'énergie de notre pays dans les bâtiments. Or, on sait que pour être des citoyens responsables et gérer notre avenir à tous et celui de nos enfants, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui change de notre façon de consommer l'énergie et globalement tout notre impact environnemental, la qualité de l'air, notre consommation d'eau, de déchets, etc. Et donc, c'est possible de faire tout ça ensemble. Ça demande de changer les lignes, de changer les façons de faire, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous, on pense que lutter contre l'obésité énergétique, c'est pas juste passer à la diète et un régime drastique, c'est au contraire avoir un menu équilibré et faire de l'entretien physique régulier. Et donc, les mêmes choses marchent pour les bâtiments. On pense que la clé, c'est l'éco-conception. C'est vraiment travailler ensemble dès le départ en pensant usage, la façon dont le bâtiment va être utilisé. Et puis, l'engagement de résultats et un entretien donc régulier pour savoir constamment s'adapter à ces évolutions. Aujourd'hui, il y a plein de technologies possibles. On a des solutions. Donc, mes 3 minutes sont issues. J'espère avoir partagé avec vous que le plus important dans un bâtiment, c'est vous. Et que du coup, les bâtiments ne sont pas des actifs immobiles, mais bien des objets parcourus de flux. Et qu'ensemble, nous avons des solutions pour permettre à ces bâtiments de vous servir au mieux pour les générations futures. Merci. Alors, vous aurez du temps pour continuer pendant la conversation. Troisième regard maintenant, celui d'Alexis Motte, qui est le président de Mobilitis. Merci. Bonjour à tous, je suis ravi de me retrouver là à nouveau cette année en face de vous.
Alors, le mouvement, l'écosystème, quand j'ai repris mes notes, j'en ai pas eu pour très longtemps, suite au brief que j'avais eu avec Gilliette, en fait, j'avais inscrit le mouvement ou la mobilité, peu importe, comme source d'ancrage. Et là m'est venue une image, à mon avis, que vous avez tous connue, en tous les cas, en fait, j'en ai la certitude, et que vous vivez peut-être, probablement, un certain nombre d'entre vous. C'est celle des ados. Les ados qui, chez eux, sont parfois totalement insupportables, extrêmement critiques de leur système, qui, quand ils sortent, ont à peu près la même attitude, et qui, à force de mouvement et de mobilité, s'aperçoivent que finalement, il y a des choses ancrées. Et que finalement, ce qui se passe chez eux n'est pas si terrible. Et si jamais on s'amène, ou on pourrait critiquer leur propre système, c'est-à-dire leur foyer, dans ces cas-là, ce sont les meilleurs défenseurs. Alors, quel est le rapport avec le schmilblick ? J'y arrive. L'ancrage pour l'entreprise, en fait, c'est sa raison d'être. C'est le sens qu'il donne à son projet. C'est sa vision. C'est la raison d'être ensemble. Aujourd'hui, les entreprises ont une logique de transversalité sur un certain nombre de sujets, notamment sur l'innovation. C'est plus la R&D qui innove, ce sont chacun et chacune d'entre nous qui sont amenés à le faire. Pour y arriver, il faut se balader, il faut s'ouvrir à la sérendipité, il faut trouver ce qu'on n'a pas cherché, en somme. Et ce nomadisme est donc poussé aujourd'hui auprès des différentes équipes de manière à ce qu'ils puissent s'ouvrir au monde. Alors on leur demande de s'ouvrir au monde, de sortir des bureaux, on leur demande de sortir de leur propre bureau et de rencontrer les collègues, on leur demande parfois même de regarder en eux-mêmes avec de la méditation, parfois, en pleine conscience. Et cette mobilité et ce nomadisme amènent aujourd'hui plutôt l'individu à bouger que le collectif à bouger. Et moi, mon interrogation du moment, c'est de savoir comment faire en sorte que ce soit bien un collectif qui bouge plutôt qu'un individu qui bouge. Et d'ailleurs, de manière à ce qu'on reforme le collectif, l'entreprise rentre dans des systèmes, dans des mécanismes qui font qu'on invite à nouveau le collaborateur, une fois qu'il s'est baladé, à revenir au sein de l'entreprise et à reformer son collectif, à retravailler en équipe. Et ces moments-là ne sont pas toujours très joyeux. D'ailleurs, dans une réunion, il y a 8 personnes sur 10 qui font autre chose que la raison pour laquelle ils sont venus en réunion. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, même si 62% des cadres considèrent que la réunion est un moment essentiel, il y en a quand même 42% qui considèrent que ça pourrait être beaucoup plus efficace. Donc le sujet, de mon point de vue, autour du mouvement, c'est comment on reforme un mouvement collectif. L'année dernière, à peu près à la même date, j'avais dit le nomade est tribal. En fait, aujourd'hui, avec le recul et les projets qu'on est amené à mener et la constatation qu'on fait chez nos clients, je réalise que le nomade n'est pas tribal, mais il doit être tribal. Et donc, il faut qu'on force ces moments de cohésion, ces moments de collaboration, ces moments de co-créativité, ces moments de co-création. Mais il faut donner un sens pour ça. Et donc, en fait, il faut reformer des communautés. Mais former des communautés de sens. Parce que s'il n'y a pas de sens, c'est un peu plus difficile de savoir pourquoi les uns et les autres nous sommes amenés à travailler. Donc mouvement, oui. Mobilité, oui. L'ancrage, évidemment. C'est ce qui va nous permettre de le faire. Il faut juste y mettre du sens. Merci. Alors, quatrième regard, celui de Virginie Bonduel, qui est directrice marketing des parcs tertiaires, ICAD. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous faire un regard avec une expérience, avec un regard beaucoup plus, une expérience de parc et de campus, non pas vertical, mais à l'horizontale. En fait, d'un côté, nous sommes dans un monde mobile, aujourd'hui ultra connecté, et d'un autre côté, nous sommes tous préoccupés par l'alliance professionnelle, personnelle, notre qualité de vie au travail, et tout cela semble assez antinomique, et c'est la conséquence, on pense vraiment, de cette hyper-connectivité, et on a besoin de se retrouver sur des lieux de travail. On passe tous moins de temps sur notre lieu de travail, et nous nous disions, mais pourquoi aller nous retrouver au bureau, puisque nous pouvons faire tout cela sur des espaces différents, à la maison, dans notre voiture, dans des espaces de coworking, en dehors de notre siège.
Aujourd'hui, le chef d'entreprise, évidemment, pour déménager, il y a toujours son équation, prix, qualité du bâtiment, mais cela n'est vraiment pas suffisant. Et ce qui fait la différence, c'est vraiment, vais-je trouver des lieux où je vais donner du sens pour mes salariés et un épanouissement avec de la convivialité pour tous. Alors, chez ICANN, on s'est dit, ben voilà, tout ça c'est très bien, on entend parler beaucoup de tout ça dans Paris, mais nous, avec nos parcs qui se situent en dehors de Paris, comment redonner de la vie et ce sens à des salariés pour qu'ils aient envie de venir. Nous avons des parcs diffus. On va prendre un exemple sur Rungis où nous avons un parc de 60 hectares avec 220 locataires, 16 000 salariés. Et nous nous sommes dit, on va utiliser en fait tous nos espaces communs pour créer un écosystème dans ces espaces. Un espace commun avec des lieux de vie animés, des services différenciants pour faciliter la vie de l'entreprise et donner du sens aux salariés. Pour que les salariés se retrouvent, se sentent bien à tout moment de la journée. Évidemment, il y a du digital avec des plateformes communautaires pour se retrouver, mais on a mis l'émergence d'un nouveau métier qui n'est pas le Chief Happiness Officer, mais l'Happiness Manager. Pourquoi un Happiness Manager ? Eh ben, pour comprendre les usages des salariés, savoir ce dont ils ont envie, mieux connaître leurs occupations, leurs préoccupations, et du coup être à leur proximité. On crée des services de tout genre pour accompagner notre salarié dans la mobilité. Ça peut être des services classiques de conciergerie digitaux, mais surtout des services également qui lient à la mobilité. J'ai un assistant personnel, grâce à ma plateforme, je sais que je peux le chatter en direct et savoir que ma nounou n'est pas là, mais que je peux également appeler ce concierge qui va me répondre à tous mes besoins. C'est créer des communautés business, pour nos locataires, pour trouver dans cet écosystème un plus pour son travail, échanger avec des entreprises, m'aider à trouver des talents, communauté de salariés, communauté de stagiaires, etc. C'est des lieux de vie épanouissants et différenciants avec notamment des smart rooms, c'est-à-dire je sors de mon immeuble et ma réunion, je ne vais pas la faire dans mon bâtiment, je vais aller en dehors avec des lieux de vie décadrés dans des containers, des salles de réunion dans des containers. Nous avons mis en place une trentaine de containers pour faire nos réunions avec également le concierge digital qui se transforme en concierge physique avec une beauty room le lundi, le mercredi, des pop-up stores, des comptoirs urbains et surtout des lieux également pour travailler mais de façon différente. Tout cela fonctionne grâce à l'humain et au digital, et l'humain est vraiment notre fer de lance, et nous nous rendons compte que ça fonctionne parce que il y a une proximité avec nos salariés et nos locataires. On a créé une véritable communauté, une communauté business de salariés. Voilà. Merci. Alors, dernier regard, celui de Gaël Duval, qui est le créateur de la plateforme comparateur JeChange.fr, entre autres. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis le président et fondateur de JeChange, qui est le premier échangiste de France. Alors, on va pas parler sexualité ici, parce qu'en fait, je m'occupe de changer des contrats d'abonnement, tout ce qui est crédit, banque. En gros, on est plutôt une conciergerie qui aide les gens à se débarrasser des phobies administratives. Il y aurait quelqu'un qui serait encore ministre s'il nous avait connus il y a quelques temps. Et en fait, j'ai une particularité, c'est outre d'être un serial entrepreneur dans le domaine du digital depuis plus de 20 ans aujourd'hui et d'être que à Paris et d'avoir créé des sociétés à Paris avec un rayonnement international, je suis amené par sérendipité sur JeChange à acheter une structure un jour à Agen, dans le Lot-et-Garonne, et à avoir aujourd'hui le désir et la volonté de développer un écosystème qui sera basé à la fois dans un territoire qui est une sorte de no man's land dans le domaine de la technologie, des startups, puisqu'on est un peu le seul à avoir développé une structure aujourd'hui de 150 personnes, et ensuite d'avoir une réflexion en fait sur la mobilité et sur la volonté de créer cet écosystème vraiment par volonté autoréalisatrice, puisque un peu par hasard j'ai atterri dans ce milieu du Lot-et-Garonne par rachat et par achat d'une structure, et au fur et à mesure avec une volonté d'ancrage, une volonté de créer de l'âme, une volonté de bénéficier d'une multitude d'assets et de qualité de vie et de qualité d'environnement qui étaient là-bas. J'ai décidé d'amplifier l'enracinement de la société là-bas. Et aussi, c'est vrai, et c'est une manière aussi de développer la structure aujourd'hui, aussi dans une logique défensive, puisque beaucoup des chasseurs de tête ne savent même pas où est Agen et le Lot-et-Garonne. Donc quand ils appellent des collaborateurs pour essayer de débaucher mes équipes, généralement ils raccrochent assez rapidement pour se rendre compte qu'ils les feront jamais monter à la défense. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que
monter une structure et travailler sur la mobilité d'une structure à forte croissance comme la nôtre uniquement dans le Lot-et-Garonne aurait été impossible. Donc ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est un ancrage et 2 pieds sur 2 territoires qui sont un Paris avec l'ensemble des équipes marketing et de R&D qui sont installées ici, et puis l'essentiel de la société, puisqu'on a quand même 2 tiers de la structure qui est installée dans le Nouvel-Aquitain maintenant, puisque je peux vous annoncer, on l'a annoncé avant-hier, qu'on rachète le 8e cabinet de courtage en rachat de Crédit de France, qui s'appelle Crédit Unique, qui est basé à Bordeaux. Et donc la volonté aujourd'hui, c'est essayer de construire un territoire qui soit un territoire différent, qui s'appuie sur des valeurs différentes et qui offre une valeur ajoutée différente avec un territoire qui est totalement en dehors du jeu à la base, puisque évidemment le Lot-et-Garonne ne fait pas partie des références dans le domaine des startups. Mais quand on regarde et quand on se compare parfois avec d'autres sociétés, une fois qu'on a résolu les problématiques de leadership et les problématiques d'argent, qui sont seulement les 2 plus importantes, on peut installer une société technologique comme la nôtre à peu près partout. Farfetch, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine du e-commerce et de la vente de vêtements, est parti au début et est encore très ancré au Portugal dans un no man's land à côté de Lisbonne. Pour autant, il a créé aussi, il a été amené à se déplacer pour trouver de l'argent du côté de Londres. Donc nous, notre volonté par rapport à cette mobilité, c'est essayer, et c'est ce que disait un peu Alexis tout à l'heure, de travailler fortement sur l'âme et sur l'ancrage fort de la société, avec un ADN qui est extrêmement identitaire, tout en ayant un rayonnement international, puisqu'aujourd'hui on est à la fois présent, alors pas sous le nom de Je Change, mais sous le nom de Kill My Bill, à la fois en Espagne, en Belgique et bientôt dans d'autres pays. Donc en fait, nous, notre réflexion sur l'écosystème, elle est vraiment sur une démarche entrepreneuriale, autoréalisatrice, totalement hasardeuse, puisque si j'avais pas acheté cette société, je pense que j'aurais jamais été dans le Lot-et-Garonne et à Agen. Mais en revanche, ce qu'on a constaté aujourd'hui, et c'est un peu l'ancrage qu'on va accélérer, c'est qu'on a décidé de créer notre siège social dans une future agglomération. Et à partir de notre réussite et à partir du nombre de personnes qu'on recrute, puisque l'objectif c'est d'être plus de 250 l'année prochaine, c'est d'être capable d'attirer avec nous des talents, d'attirer avec nous des nouveaux entrepreneurs, de favoriser l'émergence de nouveaux créateurs d'entreprises, et puis aussi de répondre aux challenges de demain qui sont d'imposer, d'installer au sein de notre écosystème des espaces de formation et des espaces d'école. Donc Je Change se veut un peu porteur de cette nouvelle vision, parce que ce qu'on a découvert, c'est un peu ce qui est un des challenges de tout le monde, c'est que si on veut sauver les banlieues, il va falloir aussi limiter la migration urbaine, donc faire en sorte que des gens qui sont dans des territoires un peu en dehors du jeu puissent quand même avoir des alternatives pour travailler et avoir un écosystème qui soit en dialogue avec les autres écosystèmes, sans évidemment viser forcément d'être en concurrence directe, puisque c'est pas le but, mais d'être une alternative, de trouver d'autres solutions et d'autres manières de répondre à tout ça. Voilà. Merci. Alors, on va continuer ces échanges, ces monologues par une conversation à 5. Qu'est-ce qui veut réagir sur un propos, commencer sur un propos qu'il a entendu chez les autres? Philippe? Je voudrais peut-être réagir sur la dernière intervention sur ce projet Je Change et l'implantation effectivement dans des zones comme le Lot-et-Garonne, qui sont aujourd'hui, je pense en termes d'aménagement du territoire, la grande difficulté de faire vivre économiquement ces lieux. Je pense que c'est géographiquement un des vrais enjeux de notre époque. Autant la grande métropole, Paris, la Défense, on sait bien comment ces zones-là sont amenées à réussir et qu'on sent toutes les énergies, tous les mouvements. En revanche, trouver des solutions pour redonner de la vie dans ces territoires, c'est un des sujets les plus compliqués d'un point de vue géographique et aménagement du territoire urbain. Donc, chapeau. Peut-être en rebond aux différentes interventions, je trouve que vous l'avez chacun illustré dans vos interventions, la quête du sens, enfin le sujet collectif de créer des communautés. Je pense que c'est un sujet clé de reconnecter le monde humain, déjà entre lui, ça c'est sûr, avec son environnement, son fameux écosystème.
et de reconnaître qu'on est esprit et corps et que du coup, évidemment, on est en interaction avec notre environnement également physique. Et donc, l'écosystème, c'est pas juste consommer des ressources et puis ne pas réaliser ce que c'est bien être en interaction avec son écosystème pour pouvoir lui révéler des potentiels à la fois humains, entrepreneuriaux, et physique. Hein, et donc, en rebond, c'est vrai que dans nos sujets, c'est de quelle manière on peut être en accompagnement, nous, côté Engie par exemple, de vos projets d'entreprise, de vos projets qui s'inscrivent dans un territoire, pour, avec vous, révéler à la fois toutes ces économies de ressources qu'on peut faire ensemble et le développement des énergies renouvelables aussi que contiennent tout territoire. Donc on a vraiment une vision d'un nouveau monde d'utilisation des ressources, parce qu'on a toujours besoin de ressources, d'énergie pour vivre, pour se développer, mais de le faire d'une nouvelle manière, très décentralisée, en partageant une compréhension à la fois des besoins très, très concrets de chacun, et puis du coup de la meilleure façon d'apporter tout ça en bonne harmonie avec notre environnement. On fait dans l'ordre en fait. Ouais. Grâce à Gaël, depuis quelques mois maintenant, je sais où est Agen, mais grâce à Gaël. Non, bravo. En fait, deux sujets. Le premier, c'est qu'il y a une façon de faire bouger les choses, et c'est effectivement l'aventure entrepreneuriale. Et à un moment donné, le risque, il faut qu'on prenne les uns et les autres à les bousculer. Il y a un autre sujet qui est un peu parallèle, qui consiste pour nous, dirigeants d'entreprise, à réfléchir à ce qu'on a réellement envie de faire. Et à faire attention aux idées, ou en tous les cas aux effets de mode. Et c'est un peu ce sur quoi nous essayons de lutter chez Mobility, c'est-à-dire aider nos clients à réfléchir à qui ils sont réellement, quelles sont leurs ambitions, quelles sont leurs visions, et quels sont les outils dont ils ont besoin ensuite, y compris les outils immobiliers. Parce que sinon, on va faire exactement ce qui est en train de se passer, en gros, dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il n'y a plus de bureaux affectés, ok, pourquoi pas. Il y a des grands canapés Chesterfield, ok, super. Il y a des jolis murs en briques, alors parfois c'est des photos, parfois c'est des vrais murs en briques. Il y a des tables hautes, des tables basses, etc. Mais est-ce que ce sujet, ou est-ce que cette façon dont est configuré l'environnement de travail est réellement adapté à la façon dont le management de l'entreprise est mené? Première question. Deuxième question, en supposant que ce soit l'ambition, est-ce qu'on donne les moyens aux différentes équipes de pouvoir manager leurs propres équipes dans cet environnement qui change? Parce que quand un individu n'est plus auprès de soi, ça devient un sujet un peu compliqué. Évidemment, aujourd'hui, on est rentré dans la logique d'usage. Ne nous racontons pas d'histoire, c'est un vrai sujet. On travaille à la maison, on travaille au bureau, on travaille dans un café, on travaille dans le train, et tout ça nous ouvre et nous donne des opportunités de réflexion, d'ouverture. Mais il faut que ça ressemble à ce que l'entreprise a envie de faire. Donc je réinsiste sur ce point-là. Il ne faut pas que les choses soient fausses, soient fake, comme on dirait en anglais, mais il faut qu'elles soient réellement inscrites dans l'ADN ou dans l'ambition qu'a l'entreprise. Et l'ouverture, enfin, sur ce point-là, elle se fait évidemment en externe. On vient de l'évoquer, hein, l'émergence des tiers-lieux est remarquable de ce point de vue-là. En plus, ça apporte une souplesse dans la gestion de la ressource immobilière, donc c'est pas complètement idiot pour continuer à générer soit des économies, soit optimiser la gestion de son budget. Mais elle est aussi en interne. On invite les équipes à rencontrer les gens à l'extérieur. On les invite pas toujours à rencontrer leurs propres équipes en intérieur. Et souvent, on oublie de rencontrer le voisin. Et parfois, des simples liens comme ça peuvent être suffisants pour juste marquer de l'intérêt à la personne qui est à côté. Et malheureusement, pas assez souvent, on prend le temps de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde connecté, c'est un peu anxiogène, on se dit on est tous derrière notre écran. Et ce qui est un peu rassurant et très rassurant, je trouve, c'est qu'on retourne à des valeurs, on retourne à nos sources en fait. On crée des places du village, on crée des préaux pour se retrouver, on retrouve des endroits un peu plus conviviaux. Et donc la nature est quand même et heureusement bien faite, et on voit qu'il faut du coup aménager des espaces. C'est pas le tout de faire un flex office, c'est recréer des endroits de convivialité, mais animés également. Et ce qui est
Je suis en admiration devant Gaël qui fait effectivement cela à Agen, parce que nous, déjà, à Rungis, qui n'est qu'à 7 km de Paris, ce n'est pas inné. Donc on arrive à recréer des liens et recréer, de se dire, mais voilà, ça ne se passe pas que dans le Marais, ça ne se passe pas que dans le centre de Paris, ça peut se passer en région parisienne, ça peut se passer en dehors de Paris. Et au contraire, je pense que ça, c'est un point indispensable et c'est la clé, c'est de pouvoir déporter ces nouvelles façons de vivre en dehors de Paris, mais il y a également un énorme accompagnement dans nos chefs d'entreprise. On se rend compte qu'on est certains prêts, mais que ce n'est pas encore complètement dans les modes de management, c'est pas encore naturel pour chacun. Ce qui m'intéressait dans la vision de Gaël, c'est qu'il cassait l'opposition classique Paris-Province. C'est la défense inhumaine contre le bien-être ailleurs. Là, vous l'avez très bien dit, on a besoin des deux pieds pour se développer. On a besoin des deux pieds parce que il se fait chez une autre activité qui est une conférence internationale qui m'amène à voir beaucoup d'écosystèmes. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que tous les écosystèmes sont en concurrence. Et quand vous les écoutez, ils ont tous les meilleurs développeurs, le meilleur cadre de vie et la meilleure croissance. En réalité, aujourd'hui, tous les écosystèmes sont très facilement perméables et mobile, c'est-à-dire vous pouvez aller très facilement d'un pays à un autre avec beaucoup de volonté, un peu d'argent et un network, ce qui est assez facile aujourd'hui. Avec les outils digitaux, vous pouvez partir. Nous, la vision, elle est venue un peu par sérendipité parce qu'on s'est installé là-bas et qu'au début, on s'est dit, bon, moi, c'est pas mal parce que ça nous permet de croître à l'ombre et de façon un peu plus discrète. Mais ce qui est certain sur la manière de développer des écosystèmes, c'est que c'est surtout la volonté autoréalisatrice qui marche. C'est que vous regardez ce qui a été fait à New York, c'est qu'un beau matin, ils se sont dit on va arrêter de faire partir les startups dans la vallée et d'être le financeur des startups de demain qui, in fine, emploient des gens dans la vallée. Et ils ont modifié profondément leur écosystème en baissant les taxes, en faisant des accueils, en créant des espaces ouverts, etc. Si on veut arriver à essayer de se développer ça, il faut être capable de comprendre son terrain de jeu et de comprendre quelles sont les failles de chacun de ces écosystèmes. Je pense que si je mettais tout dans le Lot-et-Garonne à Agen et que si j'allais chercher de l'argent pour développer ma structure, on a levé récemment un tour de table auprès d'Ardian l'année dernière. Ardian à Agen, je suis pas prêt de le trouver. Donc la seule volonté, la seule capacité pour y arriver, c'est d'aller à l'encontre des autres écosystèmes qui répondent et qui pallient aux problèmes qu'on a. On n'a pas pour ambition dans ce que je veux faire et dans ce qu'on est amené à faire aujourd'hui à Agen à répondre à tous les problèmes du compartiment d'un entrepreneur ou d'un écosystème. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté une structure à Bordeaux. C'est parce qu'elle n'existe pas dans le coin. Et c'est pour ça que je la laisserai à Bordeaux, parce que son terrain de jeu est plus adapté là-bas. Et en tant qu'entrepreneur, c'est un peu le terme qui est le plus à même. C'est quoi le terrain de jeu le plus adéquat pour pouvoir favoriser son développement. Si demain, dans l'intelligence artificielle, il faut que j'ouvre une annexe ailleurs qu'en France ou même dans d'autres endroits qui sont plus à même de recruter les personnes qui vont bien, je le ferai en tant qu'entrepreneur. Donc la mobilité, elle s'inscrit aussi dans une volonté de jamais rien ancrer définitivement et d'être capable de modifier notre écosystème et notre terrain de jeu par rapport à l'ensemble de notre challenge. Après, ce qui est vrai pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que on ne peut y arriver que s'il y a du collectif. Donc si on arrive à partir de notre volonté de créer et de favoriser la croissance de start-up dans la région, que si on a des corporates qui nous aident, que si on a l'État qui évidemment nous met le haut débit et nous l'installe. On ne va pas parler du TGV parce que c'est pas le sujet, mais la volonté, elle est de faire en sorte que d'autres structures viennent accompagner le mouvement. Si jamais, avec toute la volonté qu'on aura, personne ne suit cet élan, c'est sûr qu'on aura un moment du mal à s'inscrire dans la durée. C'est vrai que à écouter ce que vous dites, là, je pense qu'il y a un concept qu'on pourrait promouvoir plus, c'est ce sujet de multi-appartenance. Je pense que c'est important aujourd'hui, chacun, parce que vous l'avez dit, il faut qu'on soit tribaux, et en même temps, je pense que beaucoup de gens ont des aspirations d'être eux-mêmes déjà, pour commencer, de bien se connaître, effectivement de faire partie d'un groupe familial ou d'amis, d'un collectif plus large à travers un projet d'entreprise, éventuellement de communautés aussi d'engagement sur différentes associations, etc. Et ils se sentent partie d'une région, d'une nation, européen quand on est en Europe, et peut-être citoyen du monde. Je pense que cette capacité
à se vivre en différentes dimensions et donc s'inscrire dans différentes communautés et territoires. Je crois que c'est important aussi pour résoudre les sujets qu'on a à résoudre ensemble. Si on se vit que sur un territoire qui serait étroit, fermé, eh ben on n'utilise pas tous les potentiels et peut-être même on peut assécher son propre territoire. Si on se sent complètement désincarné, n'appartenant à nulle part, effectivement, il manque cet ancrage qui a été plusieurs fois rappelé. Donc je pense que cette capacité à naviguer finalement en plusieurs cercles, comme vous l'avez dit, différents écosystèmes, vous les avez appelés, c'est aussi vraiment très très lié à chaque fois à son appartenance physique, à un monde physique, à des relations humaines, personnelles, plus ou moins larges. Et encore une fois, je pense qu'il faut pas oublier le côté très matériel aussi et de flux. Je vais revenir parce que on vit de ces interactions et il faut en prendre soin. Je crois que ce concept qui est très... Il y a une notion de modernité radicante ou rhizomatique, pour prendre une idée deleuzienne. Enfin, c'est l'idée qu'en fait, on a voulu arracher au territoire l'homme avec le mouvement moderne. Et aujourd'hui, cette idée d'être un peu comme des plantes radicantes, c'est-à-dire qui ont plusieurs racines, qui vont pouvoir être à la fois sur plusieurs territoires, tout en étant une seule chose. Et au-delà de ça, moi, ce que je voulais rebondir sur tout ce qui a été dit, sur l'importance du collectif. Et dans notre position de concepteur, puisqu'on est en tant qu'architecte, au moment où on va fédérer l'ensemble de ces réflexions pour leur donner forme, donc on passe de l'idée à la forme, un peu en architecture. Je crois que c'est essentiel de voir comment aujourd'hui, dans les process d'élaboration, on est en train d'évoluer vers une approche beaucoup plus concertée, beaucoup plus collaborative. Tout le cycle qui a été lancé par la ville de Paris, qui a été positif avec Réinventer Paris, qui maintenant va se développer à l'international, est intéressant de voir comment on peut rapprocher des points de vue d'acteurs qui jusqu'à présent étaient beaucoup plus séquentiels, encore une fois dans une vision très moderne. Il y avait le public, le privé, les investisseurs, les architectes, tout ça, l'un après les autres. Aujourd'hui, travailler ensemble en partageant, comme on le voit, par des expériences très différentes ou des rôles très différents, mais des mêmes points de vue, et d'arriver à les fédérer quand on crée, quand on dessine, quand on invente le projet, c'est essentiel pour penser, mais aussi réaliser ce monde de demain. Non, je voulais peut-être juste réagir sur ce que vous avez dit, parce que je crois que c'est très très important. Et actuellement, nous, on a envie de proposer au marché, effectivement, à la pratique actuelle, d'évoluer et de sortir de cette habitude qu'on a eue de production de la ville et des bâtiments de manière séquencée, comme vous l'avez dit, et où finalement, à la fin, il y a des très très belles choses qui se font, mais globalement, on voit bien qu'il va falloir faire bouger les lignes pour aller vers une approche beaucoup plus intégrée. Et quand je parlais tout à l'heure d'éco-conception, pour nous, c'est ça. Je pense que les architectes, les maîtres d'ouvrage d'abord, en définissant le sens de leur projet, et puis ensuite, les architectes, les bureaux d'études qui conçoivent, les entreprises qui réalisent, les entreprises qui ensuite, derrière, vont exploiter. Aujourd'hui, il y a parfois après une frustration parce que l'architecte il se dit « Ah bah tiens, mon bâtiment il n'a pas été utilisé comme prévu ». Ceux qui exploitent se disent « Mais finalement, ils n'ont pas pris peut-être en compte suffisamment des choses qui sont après des problèmes qu'on a du mal à gérer ». Donc l'éco-conception, c'est vraiment travailler ensemble, comme vous l'avez dit, en amont, en prenant en compte vraiment le projet. Donc faire de l'éco-design, réalisation et exploitation, et s'engager dans la durée pour avoir un bâtiment qui réponde effectivement aux usages pour lesquels il a été conçu. Et ça, ce qu'on propose, c'est à travers ce qu'on appelle les contrats de performance, qu'on soit capable de s'engager, et pour ça, il faut concevoir ensemble, bien comprendre l'objet, bien comprendre les usages, et concevoir, réaliser, exploiter d'une manière cohérente. Quand je vois que ça clignote, je me demande si on a encore un peu de temps, mais je le prends. En fait, ce qu'on est en train d'évoquer m'invite à une autre réflexion, puisqu'on est passé de systèmes assez processés, mécaniques, ou du taylorisme, et aujourd'hui, on laisse la place à l'individu pour qu'il apporte des choses nouvelles. On nous évoque en ce moment, et parfois c'est assez effrayant, l'intelligence artificielle, et en nous disant que ça va remplacer une grosse partie des métiers que nous menons les uns et les autres.
Moi, j'ai une lueur d'espoir sur ce sujet-là, thématique ou sémantique qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est l'âme. C'est ce qui va nous relier les uns et les autres, donc ce liant. Et je pense demain qu'il y a encore un avenir pour l'homme. Ou en tous les cas, un avenir dans notre capacité à travailler les uns avec les autres. Parce que les machines pourront nous aider à mieux nous repérer, pourront effectivement nous aider à réaliser un certain nombre de tâches très processées et faire une partie de notre boulot. En revanche, elles ne nous aideront pas à créer le lien entre nous et à nous comprendre. Même si des algorithmes nous permettront de dire qu'Alexis se comporte comme ça et qu'il aime bien faire du triathlon et faire un peu de kitesurf, que c'est super sympa et qu'on peut partager ce truc-là. Mais il y a bien d'autres choses derrière. Et les machines ne nous aideront pas à faire ça. Et donc à partir du moment où on reste convaincus les uns et les autres qu'on peut conserver, non pas cette reliure, mais ce reliant entre nous, qu'on garde notre âme collective et qu'on lui met du sens, alors on arrivera à faire des belles choses ensemble. Merci. Je pense également mot, qu'il ne alors. faut pas tomber non plus dans un mimétisme. On a tous envie, tous nos chefs d'entreprise ont envie d'avoir des bureaux qui ressemblent à Google parce que c'est d'actualité, parce que ça fait bien, parce que c'est in. Puis aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout réfléchir à nos usages, notre management et adapter nos locaux à cela. Et pas partir dans du mimétisme et vraiment s'attacher à notre écosystème, à nos valeurs et donner du sens à notre travail également. Merci à tous les 5. Alors, vous avez ouvert plein de sujets de conversation. On est un peu frustrés. On aimerait bien creuser. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais peut-être que ça fait des sujets pour l'année prochaine. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro dans la... Oui, voilà. Merci Karine Dartic-Pérou. Moi, ma question, c'est sur l'écosystème. En fait, j'ai beaucoup raisonné. Je me sens très proche de ce que dit Carole Le Gall sur cette dimension d'individu, d'ancrage, d'intégration dans le flux, dans le mouvement de l'écosystème, etc. Vous avez beaucoup insisté tous sur la dimension de relations humaines dans un monde de plus en plus, c'est vrai, digitalisé, automatisé, etc. Quid du vivant? C'est très intéressant. Voilà, il n'y a pas eu la question en fait, du vivant, de la nature, qui pour moi est quand même une part essentielle de l'écosystème. Vous parliez même de mimétisme, donc on peut parler de biomimétisme. Je suis sûre que ça fait partie de vos réflexions, mais est-ce que vous pouvez peut-être abonder sur cette question? Parce que j'ai quand même le sentiment que, avant tout, l'enjeu pour nous demain, c'est une écologie de l'action, c'est une écologie d'être, c'est aussi arriver à articuler modernité digitale avec aussi écosystème et de remettre le vivant vraiment au sens large, hein, pas uniquement humain, mais aussi vivant au sens large. Voilà, donc c'est une question un peu ouverte. Je veux bien la prendre. C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs à parler du fait que l'écosystème était un terme qui venait de l'écologie, hein, et que c'est bien la question de l'ensemble des vivants dans un habitat terrestre. Je crois que si on voulait résumer finalement tout ce qu'on a pu dire sur les révolutions à l'œuvre, c'est qu'on passe vraiment d'un siècle où la physique a été peut-être la science dominante à un 21e siècle où la biologie va être la pensée dominante, enfin, et pas simplement d'un point de vue métaphorique. Le vivant aujourd'hui est à la fois intéressant. Donc d'ailleurs, je vous offrais tout à l'heure un livre qu'on vient de publier de 500 pages sur les paradoxes du vivant, dans lequel on a invité à la fois des anthropologues, des philosophes, des chercheurs, des biologistes sur penser comment on peut apprendre aujourd'hui à regarder le monde, à la fois du bâtiment à la ville, à l'entreprise, au travers des sciences du vivant, qu'il s'agisse du paysage, qu'il s'agisse de la biologie, qu'il s'agisse de l'écologie. Donc il y a énormément d'enseignements qui sont à tirer, aussi bien pour poser des questions de penser la ville comme un métabolisme et pas comme une machine, de penser notre rapport homme parmi les vivants, hein, donc comment aujourd'hui, par exemple, l'architecture peut être un habitat pour d'autres espèces, et puis aussi d'aborder la question des limites du vivant actuel que la technologie, la biogénétique ou l'intelligence artificielle est en train de mettre en cause. Donc le thème du vivant, pour moi, est absolument au cœur de toutes les questions du XXIe siècle. Oui.
Et c'est vrai que c'est important de retrouver de la proximité avec cette question du vivant, parce que c'est vite fait finalement quand on est dans un bâtiment d'être dans un monde très minéral. Et vraiment ce que je voudrais effectivement vous partager, c'est que en fait non, évidemment on est connecté à un monde physique vivant qui nous entoure. Et que si on n'y prend pas garde, effectivement, c'est tout l'enjeu du réchauffement climatique. Hein. On est en train de perturber nos grands cycles écologiques, même à l'échelle de la planète, qui créent des risques pour l'ensemble de notre écosystème. Mais à côté de ça, vous avez raison aussi, il y a aussi des enjeux d'empreinte environnementale beaucoup plus locales, qui ont aussi un impact sur la biodiversité, etc. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de notre inscription dans cet écosystème et du coup de pouvoir, tout en ayant quand même cette ambition de continuer à se développer bien sûr, hein, donc de savoir le faire avec le juste impact et du coup de le prendre en compte dans nos modes de vie et dans nos modes de vivre chez nous, mais aussi en entreprise. Effectivement, on parle de parc, par exemple. On se dit un parc, qu'est-ce que c'est? Normalement, ça doit être vert. Aujourd'hui, vous voyez des parcs avec des immeubles les uns à côté des autres et aucune verdure. Ça a été au cœur de notre réflexion. Nous avons mis en place des fermes urbaines, de l'aquaponie dans nos parcs, à laquelle, en milieu fermé et en milieu fermé, nos locataires viennent à l'heure du déjeuner, ils viennent jardiner. La semaine dernière, je voyais un locataire qui venait chercher sa salade, il allait la partager à plusieurs ensuite à l'heure du repas dans la cafétéria. Mais tout cet écosystème également de recyclage, de recyclage de nos déchets, d'ombrières photovoltaïques pour faire vivre nos immeubles de façon autonome, c'est également une grande préoccupation pour l'avenir. C'est également des services de covoiturage avec des startups que nous avons mis en place. Évidemment, les gens se rendent compte, mais en même temps, ça répond au bilan carbone, diminuer le nombre de voitures, partager, communiquer. Et aujourd'hui, tout ce point est au cœur, et c'est ce qu'on appelle, nous, le parc d'excellence. Ce sont des parcs verts, ce sont des parcs respectueux, autonomes au niveau énergie. Bonjour. Alors, juste pour me présenter pour ceux qui n'étaient pas là hier, Julien, moi je suis censé être le porte-voix, votre porte-voix. Donc si vous postez des questions sur la plateforme, je me chargerai bien évidemment de les transmettre. N'hésitez pas cependant à lever la main si vous avez des questions. Sinon, moi je vais continuer à prendre mes petites notes et à poser un certain nombre de questions. Moi je voulais juste revenir sur la notion d'écosystème, mais plus d'un point de vue business que d'un point de vue écologie. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'entreprises se dire travailler en écosystème, avec notamment pas mal d'acteurs du digital, que ce soit petites ou grandes structures. Beaucoup de ces structures-là ont créé leur pépinière, leur incubateur, etc. Et on voit quand même que d'un point de vue bâtiment ou autre, c'est isolé la plupart du temps du reste de la structure. Comment ça marche aujourd'hui? Comment on peut créer par le bâtiment, par les emplacements, par les localisations, des vrais écosystèmes entre les 10, 15, 20 000 collaborateurs d'une structure et cet écosystème externe avec qui on va travailler et qui ne va pas forcément être en confrontation directe avec l'ensemble des salariés d'une entreprise. Alors je veux bien prendre la question. Ça se voit avec le micro. On réfléchit à ça dans la logique de ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, le nomade individuel, comment on reforme du collectif, etc. Nous, on pense qu'on peut créer au sein d'immeubles, au sein de campus, des lieux qui vont favoriser ces moments de collaboration, ces moments collectifs, ces moments d'intelligence collective. Il faut les animer, il faut les rendre vivants, il faut qu'ils soient physiquement présents et il faut qu'ils soient digitalement présents également. Et donc on imagine demain, comme il y a des restaurants d'entreprise, des fitness, comme il y a des conciergeries, on imagine demain un lieu qui va favoriser justement ces moments de rencontre autour de lieux communautaires qui vont permettre aux habitants de l'immeuble, mais aussi aux habitants du quartier, et pourquoi pas des quartiers d'à côté, de venir se réunir et de proposer leurs services ou leur temps dans une logique de don contre don, dans une logique d'intégration d'un écosystème. C'est-à-dire que si demain je suis au sein d'une banque ou d'un grand énergéticien, eh bien je vais essayer de choisir des startups ou des associations qui peuvent apporter un service ou une ouverture aux collaborateurs du grand énergéticien en question. Et ces sujets-là peuvent être facilités à partir du moment où on crée ce réseau de sociabilisation, c'est-à-dire ces échanges informels qui sont indispensables à un moment donné à la connexion des uns et des autres. Et cet univers-là,
de communauté, on vient y associer des lieux de réunion, des lieux de créativité, dans des parcours d'innovation. Donc, mais le préalable à tout ça, c'est que ce soit ouvert. Ouvert évidemment aux habitants de l'ensemble immobilier, ouvert aux gens du quartier, mais ouvert aux habitants de la région. Et c'est là où on peut recréer le lien. Et la logique que j'évoque, c'est une logique qui consiste à dire arrêtons d'envoyer tout le monde à l'extérieur, pourquoi ne pas faire venir les gens à l'intérieur ? Je peux peut-être amener un complément de réponse avec un projet concret que nous développons à Paris à côté du futur TGI qui s'appelle le Stream Building, dans lequel, dans le cadre d'Inventer Paris, on a proposé précisément un lieu qui soit un écosystème. C'est un mot qui devient un peu embarrassant, mais c'est-à-dire 25% de ces surfaces, un immeuble de 16 000 m², où 25% sont ouvertes au quartier, donc avec énormément de cafés, de restaurants, de lieux qui sont complètement poreux à l'environnement. On a 50% des surfaces qui sont des espaces dits coworking, c'est-à-dire en fait où on a une granulométrie où de l'indépendant pour ensuite passer au premier étage avec sa start-up et ensuite monter, prendre jusqu'à 1000 m² de surface. Donc l'idée que ce soit un lieu dans lequel on puisse pousser par le modèle économique, puisque aujourd'hui c'est une des évolutions intéressantes de passer on ne sait pas dans quelle proportion ça se développera, jusqu'où, mais le modèle du coworking, c'est plus que des cafés sympas. C'est aussi le fait qu'on puisse louer des espaces en dehors d'un bail 369. Donc ça, c'est une petite révolution dans le rapport usager à espace. Et on a même 25% de surface qui sont des chambres Il y a un concept, une start-up hollandaise qui s'appelle The Coup, où on peut résider et venir passer 3-4 jours tout en restant dans ce même lieu. Et ce que nous racontaient les gens à Amsterdam, The Coup, c'est qu'effectivement, les grandes entreprises, c'est des écosystèmes dans lesquels les startups ont droit à des chambres un peu moins chères. Les GAFA viennent là-dessus pour pouvoir superviser ou rencontrer les startups, et les entreprises plus corporate viennent là pour rencontrer les GAFA. Donc il y a des sortes d'échanges comme ça dans ces lieux cafés de différentes entreprises qui sont l'exemple un peu d'un écosystème. Si je peux réagir en ayant vu aussi un certain nombre de ces dispositifs, ce sont des lieux qui doivent être bien conçus, mais aussi des moments. Je pense que c'est vraiment un message qu'on partage. D'ailleurs, c'est le sens même, je pense, de Revolution at Work. C'est-à-dire il faut partager des espaces, mais il faut aussi partager des moments particuliers. Et c'est tout ce sujet de l'animation que vous avez indiqué aussi tout à l'heure dans vos parcs. Donc c'est de l'espace et du temps. On a parlé hier de toute la logique aussi d'hyper-réactivité des entreprises face aux transformations qu'elles vivent aujourd'hui. Que ce soit au niveau d'un bâtiment ou que ce soit au niveau d'une collectivité ou d'une zone géographique qu'on va potentiellement transformer, on est plutôt, j'imagine, je ne suis pas un professionnel là-dedans, mais sur des horizons de temps assez longs et des cycles de développement assez longs pour vraiment arriver à concevoir et réaliser tout ce qu'on a envie de faire. Comment on concilie ça avec les cycles d'innovation et les cycles de transformation des modes de travail des entreprises qui sont de plus en plus courts pour ne pas arriver à livrer quelque chose qui soit presque obsolète au moment de sa livraison? Alors, je vais vous prendre un exemple. Nous avions des lieux de vie que nous voulions mettre en place, mettre des lieux de vie, construire un immeuble. Tout le monde le sait, les autorisations administratives, ça prend 3 ans, 4 ans en tout pour construire un immeuble du début à la fin. Ce qu'on fait, on a démoli un immeuble et on a fait ce qu'on appelle des lieux éphémères. On a une trentaine de containers qui viennent d'être bâtis. Et donc là, on n'a plus d'autorisation et on répond aux nos attentes de locataires. Et on se dit, dans 5 ans, si cette friche doit être réutilisée pour autre chose, eh bien, on pourra la déplacer. Et c'est des zones complètement mobiles et qui répondent aux attentes. Et effectivement, dans 4 ans, notre zone, ça aurait été trop long pour répondre à nos attentes de nos salariés qui, aujourd'hui, veulent des choses dans les 6 mois ou dans les 9 mois, surtout lorsque c'est dans des négociations de baux ou pour des implantations géographiques. C'est un enfer, votre sujet. C'est un enfer, parce que nous, on accompagne les entreprises dans le cadre de leurs projets, de leurs réflexions, entre ce qu'ils pensent au début, ce qui va se passer à la fin, l'évolution des équipes, l'intégration, leur achat d'une boîte. Enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer, en plus, si on va s'installer dans un immeuble qui est en cours de construction. Alors, je ne veux pas dire qu'on a trouvé quelque chose, c'est pas vrai, mais on a mis en place, notamment pour L'Oréal, qui vient de s'installer à Levallois, ce qu'on a appelé le Ready to Flex.
C'est pas un flex, c'est un ready to flex. C'est-à-dire que c'est la possibilité qu'aura demain l'organisation de s'adapter à l'environnement de travail et inversement. Parce que le processus de maturation, d'accepter que les collaborateurs n'aient plus leur poste, est quelque chose de difficile. D'ailleurs, moi, chef, je fais quoi? J'ai plus mon poste aussi? Plus mon grand bureau? Comment on fait? Donc il y a des sujets, ça se mature. Et donc on peut peut-être tourner cette question-là comme un avantage. C'est-à-dire que c'est le temps de maturation. C'est le temps de la transformation. Mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions administratives, ça je suis bien d'accord avec toi. Des questions de construction, alors là Philippe répondra bien mieux que moi, mais qui nous permettront demain de gagner de la souplesse dans la gestion de ces espaces qui sont rigides par définition et immobiles, parce que ça s'appelle immobilier, quoi. Alors c'est vrai que dans le temps du cloisonnement ou de l'aménagement des plateaux, je dirais que la mutation est relativement légère à faire, mais c'est vrai que dans l'architecture, c'est beaucoup plus lourd. Et en fait, la transformation ou l'adaptabilité d'un bâtiment dans son architecture, dans son côté tectonique, est quand même plus compliqué à réaliser. Donc, je pense que comme il y a une accélération considérable des évolutions des attentes, bien évidemment, il faut qu'on conçoive des bâtiments dont la mutabilité va être facilitée. Donc là, c'est dans la conception même, dans le design, où on va vers une convergence des trames entre, par exemple, le bureau et le logement. Les meubles dont je parlais tout à l'heure, le stream building, en fait, on a exactement la même hauteur, la même trame de façade pour les appartements et pour les bureaux. Ce qui fait que demain, si dans 10 ans, on s'aperçoit qu'il y a une demande plus forte de l'un ou de l'autre, ce sera très facile que par du second œuvre de changer le curseur. Après, c'est aussi une discipline, je crois, qu'on doit avoir tous en tant qu'acteurs, d'être en permanence en éveil et en recherche. Donc ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'on a une activité parallèle à la production, de recherche, un peu d'anticipation, avec une revue qui fait que tout le temps, on est en train d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Et quand on a transformé le cloud, qui était un bâtiment, une friche industrielle du XXe siècle, friche tertiaire même, à un moment donné où on était dans le cycle d'il y a 10 ans où tout le monde partait, quittait le centre-ville, on a vraiment réfléchi au type de produit pour attirer, quels étaient les besoins des startups. On a mis 5 ans à le construire, et Blablacar qui est venu s'installer dedans n'existait pas au moment où on a commencé les études. Donc le temps de le concevoir et de le réaliser, 5 ans. Une entreprise qui n'existait pas, sauf comme association, mais pas comme entreprise commerciale, est venue prendre 10 000 m² dans un des loyers les plus chers de la capitale. Donc c'est dire à quelle vitesse, effectivement, la différence qu'il y a entre la vitesse de l'économie et celle de l'immobilier. Donc ça nous oblige à énormément d'éveil et puis d'aller vers des solutions souples. Merci. Merci à vous et peut-être à l'année prochaine.